Bienvenue à toutes et à tous au replay de notre Konferenz sur le Marketing d'influence. Herzlich willkommen für alle beim Replay für diese Konferenz mit Thema Influencer Marketing. Der Content hier ist halt auf Französisch. Viel Glück und hab viel Spaß. Bien que l'agence Trio fête ses 90 ans cette année, il est primordial pour nous d'être proche des tendances du moment. C'est pour cela qu'on a concocté cette conférence qui permettra de mettre en lumière un sujet que l'on ne présente plus, qui est le marketing d'influence. Vous pensez tout savoir sur les influenceurs? Eh bien, on va vous démontrer et vous allez découvrir que ce domaine est actuellement un domaine de véritable changement. Je vous propose donc de nous suivre sur ce moment intéressant et avant de parcourir ce vaste sujet, je vais vous présenter les différents intervenants. Tout d'abord, on aura la possibilité d'entendre Barbara Demont, qui est aussi connue sous le nom de Mademoiselle B. Influence, blogueuse, elle a développé un label de qualité qui permet de garantir des prestations d'influence véritablement professionnelles. Nous collaborons souvent avec elle dans le cadre de nos campagnes à l'agence Trio. Elle viendra donc introduire ce sujet. Puis, vous découvrirez Terry Hemmel, notre PR Director, qui explorera avec vous l'influence sous un nouveau prisme qui s'éloigne des campagnes lifestyle qu'on a l'habitude finalement de voir en animant une table ronde avec plusieurs influenceurs du label Real Influence de Barbara. Puis viendra Sébastien Dubé de chez Admira, qui prendra la parole pour nous parler d'une nouvelle forme de publicité lancée en collaboration avec notre partenaire d'influence suisse-allemand Kingfluencers et qui permet au contenu des influenceurs d'être promu à la télévision. Enfin, Léane, notre digital spécialiste et strategic planner, introduira le sujet de l'influence senior. Senior avec Claude Luisier, un personnage, vous allez voir, très sympathique, du Valais, qui est une star du TikTok, l'affineur Luisier, qui en parlera de son métier mieux que personne, et ça sera à distance avec des vidéos. Je vous souhaite vraiment bien du plaisir, et je me permets de passer la parole à Barbara. Donc voilà, on va découvrir ce que sont les influenceurs et qu'est-ce que ça veut dire aussi. Donc je me présente d'abord un tout petit peu. Donc j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, ce qui ne me rajeunit pas. Je suis sur Facebook depuis qu'on peut y être, je crois, en tout cas en Suisse. Donc depuis 2010 et sur Instagram depuis 2011. J'ai voué une passion pour les réseaux sociaux dès le départ et puis j'ai décidé de prendre ce virage où il n'y avait pas encore d'études pour se spécialiser là-dedans. Donc j'ai appris sur le tas via des boulots dans des agences et puis aussi sur mon temps libre, on va dire. Et j'ai créé Mademoiselle B, un blog lifestyle et voyage qui a beaucoup évolué depuis sa création en 2014 parce que, comme vous le savez, les réseaux sociaux ont pris le dessus aussi sur tout ce qui était blog et site internet. Donc, je suis bien plus présente maintenant sur Instagram que sur mon blog. Mais tout ça est encore bien actif. Et puis, suite à cela, en devenant influenceuse et aussi blogueuse, j'ai découvert toutes les facettes de la blogosphère et du monde de l'influence. Et puis, j'ai décidé de créer un label, non pas pour pointer du doigt ceux qui faisaient mauvais usage de l'influence, mais pour mettre en avant ceux qui méritaient de l'être. De manière authentique. Donc, j'ai fondé Real Influence, qui est un répertoire d'influenceurs authentiques locaux, parce que je prétends pas être internationale encore. Mais pour l'instant, déjà en Suisse, il y a de quoi faire. Et puis, voilà, j'ai décidé de quitter mon travail où j'ai été justement community manager et responsable de stratégie digitale aussi au sein du 20 minutes. Pour me dédier complètement à toutes ces tâches-là en tant qu'influenceuse et en tant que gestion d'influence. Voilà. Donc,
Le marketing d'influence, donc ça a un intérêt grandissant. Ça représente 13,8 milliards de dollars en 2021, donc 20 fois plus qu'en 2015, ce qui est déjà énorme, et on verra ensuite que ça ne fera que grandir, en tout cas ce qui est prédit jusqu'à 2025, que les réseaux sociaux constituent la première activité sur Internet. Il n'y a qu'à voir à notre consommation personnelle. Je pense que les applications qu'on utilise le plus sont certainement celles de Monsieur Zuckerberg. Et TikTok aussi, évidemment. Ensuite, on a 61% des consommateurs qui interagissent avec un influenceur. Asseyez-vous seulement. Bienvenue. Donc 61% des consommateurs interagissent avec un influenceur au moins une fois par jour. Donc je ne sais pas de nouveau encore votre ressenti là-dessus, votre consommation personnelle, et puis aussi en tant que les influenceurs qui sont ici, si vous êtes souvent sollicités par message ou autre, mais en principe on échange quand même pas mal avec notre communauté. 94% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à la recommandation des influenceurs. Et puis, je suis influenceuse, mais je suis aussi consommatrice. Donc oui, j'ai déjà été influencée par d'autres influenceurs. L'influence marketing est la méthode d'acquisition la plus rentable. Elle génère 11 fois plus de retour sur investissement que la publicité conventionnelle, traditionnelle. Sébastien, peut-être que tu pourras me challenger là-dessus. Donc voilà, pour moi, c'est les nouveaux canaux de communication, entre autres, en plus de la publicité traditionnelle. Et puis, donc ça a un impact puissant grâce au lien de confiance communauté-influenceur. Forcément, on suit une personne parce qu'on partage ses valeurs. Donc peut-être ce qu'elle met en avant va faire qu'on aura plus confiance que plutôt une simple affiche qu'on croise dans la rue, par exemple. Un centre d'intérêt ciblé, une visibilité instantanée grâce aux réseaux sociaux. On n'a pas besoin de passer à travers, quoique maintenant, des fois, suivant avec qui on fait affaire, on doit faire pas mal de validations, mais quand même, c'est un circuit qui est plus court que les médias traditionnels où il y a beaucoup de validations, de bons à tirer, et puis qu'au final, il nous faut 6 mois, voire une année pour des fois sortir quelque chose. Un prix très compétitif, donc ça aussi, même la publicité sur les réseaux sociaux, on peut avoir un budget très petit, on n'a pas besoin d'avoir de gros budgets annuels, donc ça, on va aussi des différents influenceurs, on fixe tous nos tarifs, on verra aussi juste dans quelques slides par rapport à la tarification, est-ce que c'est bien ou pas bien de rémunérer un influenceur. Un prix donc compétitif par rapport aux médias traditionnels, des statistiques précises, donc on voit vraiment le retour sur investissement parce que grâce aux réseaux sociaux, ça se développe aussi de plus en plus. On a des statistiques qui sont très détaillées, on sait vraiment combien ça nous a rapporté, si ça a cliqué, si les produits ont été vendus, le code promo a été utilisé, etc. Un processus de production accéléré, ça rejoint le point que j'ai cité avant, et des retours sur investissement suite aux campagnes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur? C'est tout simplement un leader d'opinion qui influence sa communauté par son contenu, son expertise, son statut, sa position, son exposition médiatique, sa personnalité, ainsi que son mode de vie. Je pense que, ne serait-ce qu'ici, il y a déjà différents types d'influenceurs. Donc, il y en a qui sont devenus par leur personnalité, d'autres parce qu'ils ont obtenu une visibilité, soit sur les réseaux, soit à la télévision ou sur d'autres plateformes que Instagram. Il y a YouTube aussi, évidemment. Donc, c'est un influenceur, il est considéré comme une source d'inspiration et qui a une audience qui est vraiment, qui lui est dédiée. Moi, j'aime bien les appeler les couteaux suisses, les influenceurs, parce que ils sont pleins de ressources. On est souvent
On est fort en montage vidéo, en retouche photo, on sait rédiger des textes, on est flexible et puis voilà, on a plein de cordes à notre arc. Et ça, c'est une aubaine aussi pour toute personne, pour toutes les petites entreprises qui sont locales et qui souhaitent faire peut-être de la publicité mais qui n'ont pas des budgets énormes à allouer. Il y a toujours des choses sympathiques qu'on puisse faire comme deal avec des influenceurs aussi. La rémunération, on ose rarement en parler, mais c'est un point qui est quand même clé dans l'influence. Donc, comment ça se passe ? Il y a la team pour, il y a la team contre. Est-ce qu'on paye un influenceur ou pas ? Donc, pour, oui, l'influenceur, il se sent valorisé, il fait du travail, donc c'est légitime qu'il reçoive quelque chose en retour. Il y a un contrat qui peut être établi en principe. Il y a un contenu qui peut être validé et puis il y a un résultat qui peut être évalué. Mais souvent, quand on dit on a un partenariat rémunéré, ça veut dire que peut-être le partenariat, il n'est pas authentique parce qu'on est influencé par le cachet et du coup, on va dire que oui, tout est bien, tout est incroyable, alors que non, ça ne se passe pas forcément comme ça quand on fait appel à des influenceurs authentiques. Juste si tu arrives à revenir. Des fois, ce sont des montants qu'on paye qui sont un peu trop élevés. Donc là aussi, il faut un juste milieu. Il faut évaluer le travail qui est mis en avant. Et puis, il faut aussi on est contre parce qu'on ne veut pas rémunérer parce qu'on ne sait pas quel retour ça va nous faire. Mais j'ai envie de dire, quand on fait un spot télé ou un spot pub dans un journal, on nous vend un certain nombre d'exemplaires ou de vues à la télé. Mais est-ce que vraiment, quand on prend un journal, on regarde que les publicités ? Pas forcément. Donc voilà, le retour sur investissement, comme je le disais avant, il peut être bien plus précis aussi avec le marketing d'influence. Donc pour moi, oui, un influenceur doit être rémunéré ou en tout cas doit avoir une contrepartie équivalente au travail fourni. Mais cette tarification, je ne vais pas vous dire un influenceur, il doit gagner tant, parce que ça dépend de tous les points qui sont listés ici. Ça veut dire, ça dépend sur quelle plateforme il va créer du contenu, combien de temps ça va lui prendre, la taille de l'influence et de l'audience qu'il a, si cette communauté, elle est authentique. Son taux d'engagement, dans quelle catégorie il se trouve, le format de contenu, est-ce que c'est une vidéo de 2 heures qu'on lui demande et puis il doit être à la pointe du cervin pour le faire, ou s'il peut faire ça chez lui en 30 secondes. Voilà, tous ces critères rentrent en compte pour tarifer un service. Quelques petits exemples que j'ai trouvés en baladant sur Internet. Donc, vous voyez que là, les tarifs datent de 2019, donc c'est déjà du passé, tout ça. Mais c'est pour vous donner une idée, en 2019, combien on estimait certains supports de contenu sur les réseaux. Une autre grille de tarifs qui me semble encore assez correcte par rapport en tout cas à Instagram, par rapport au nombre de followers, mais là encore il faut voir la qualité des followers. Mais c'est pour se donner un peu une idée, parce que des fois, souvent on vient me dire, Barbara, combien je dois payer cet influenceur, ou est-ce que moi, quel tarif je dois donner pour du contenu. Donc il faut toujours voir aussi quel prix on est prêt à se faire payer pour le travail qu'on fournit. Mon combat depuis longtemps, c'est les fakes. Donc les fakes, pourquoi fake ? Parce que, voilà, comme je l'ai dit, quand je suis devenue blogueuse et influenceuse, j'ai eu aussi toutes les facettes, j'ai vu toutes les facettes de ce monde de l'influence, et puis j'ai aussi vu plein de gens qui faisaient pas ce travail ou cette activité pour les bonnes raisons, qui ont gonflé leur audience, pour qui tous les produits et services sont fous et incroyables, et il faut citer leur mérite. Donc à un moment donné, on se perd là-dedans, et puis ça dévalorise les influenceurs.
influenceurs. Et du coup, on a cette casquette justement que j'ose même plus dire le terme influenceur parce que direct, on pense influenceur, on pense télé-réalité, plutôt du côté de Dubaï, les Marseillais et compagnie, alors que moi, je dis que je suis créatrice de contenu parce que influenceur, ça a été beaucoup péjoré. Les faits, que c'est mon combat, donc je l'ai dit, je ne pointe pas du doigt ceux qui trichent, même si ça m'énerve beaucoup, mais je veux mettre en avant ceux qui sont authentiques et qui le méritent. Sauf que pour ça, il faut aller éduquer les agences, les marques qui font appel à tous ces influenceurs et des fois qui sont dépassés, qui regardent pas les statistiques, qui savent pas comment faire. Et j'essaye de leur montrer que ça existe et qu'ils fassent un peu plus attention à cela parce qu'au final, c'est eux qui perdent de l'argent et c'est eux qui nourrissent ce business du fake. Quelques petites statistiques. Donc, on est sur la bonne voie. Les influenceurs impactés par la fraude baissent gentiment. Instagram essaye de faire un peu de tri, pas assez à mon sens. Je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est quand même une des plateformes principales où il y a beaucoup de business par rapport au marketing d'influence. Mais évidemment, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Facebook et encore d'autres plateformes. Mais on commence à voir peut-être une lueur au bout du tunnel. Je dirais pas encore vraiment une lumière, mais on va sur le bon chemin. Juste un petit exemple de ce que ça coûte de s'acheter des faux followers, des faux likes ou des faux commentaires. Donc ça date déjà d'il y a un petit moment, cette capture d'écran. Mais on voit si on descend à peu près au milieu du slide que Instagram, pour 30$, on a 1000 abonnés. Donc voilà, il nous faut un petit budget et puis il suffit après d'aller draguer les marques et agences pour pouvoir obtenir des collaborations et du coup tirer la bourre un peu aux vrais influenceurs qui auront une communauté qui va grandir un peu plus lentement mais plus authentiquement, si je peux dire, par rapport aux faux. Donc il y a des petits checks qui peuvent être faits, la qualité de l'audience, la qualité des commentaires et du contenu, le taux d'engagement des posts, le nombre d'abonnés par rapport au nombre d'abonnements, la pertinence du contenu, l'évolution des followers et des comptes auxquels on est abonné. Et puis, c'est évidemment regarder les statistiques parce que c'est bien beau d'avoir 1 million de followers ou je ne sais quoi, mais si vous visez localement une région et qu'en fait la majorité des abonnés de cette personne se retrouvent à l'autre bout de la terre, vous allez juste perdre votre argent parce que ça va pas, vous n'allez pas déclencher des ventes de votre produit, de votre service ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est des petits points à faire attention. Et c'est là que j'interviens en principe avec Real Influence pour essayer de vous aider à vous en sortir là-dedans. Une petite vidéo d'abord. Продвижением в чате. Смотрите, сколько у них телефонов есть, аккаунтов в чате, все управляется с единой системой. Они фолловят разные аккаунты, оставляют комментарии. И говорят, что здесь очень малая часть у них. Comme des batteries de poulets, mais c'est des téléphones qui sont branchés et qui vont aller liker du contenu, interagir avec du contenu par rapport au compte qui verse de l'argent. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, moi, Real Influence, j'ai créé ce label pour mettre en avant les personnes authentiques locales qui sont parmi nous déjà ce soir. Et puis, essayer d'éduquer et d'accompagner toutes les agences et marques qui veulent utiliser leur budget marketing communication de la bonne manière en faisant appel aux bons influenceurs et puis en les accompagnant vraiment et en leur expliquant comment ça se passe. Voilà. Oui. J'ai une petite question pour toi, Barbara, de l'audience en ligne. On a quelqu'un qui nous demande si une marque souhaite cibler une audience suisse, est-ce qu'il faut forcément ou est-ce qu'un influenceur québécois
bah, tout dépend de ce qu'on veut mettre en avant. Si c'est le tourisme suisse pour les Français, ben, c'est peut-être bien qu'un Français prenne la parole pour dire ben, moi je suis allé en Suisse, c'était génial. Maintenant, si on veut mettre en avant quelque chose vraiment de local, je pense que ben, moi, typiquement, j'ai une audience qui est très locale. Ben, forcément, je vais plus toucher les entreprises et les marques qui sont autour de moi parce qu'elles veulent. Si leur objectif, évidemment, est de toucher cette cible-là. Après, ça dépend vraiment de la cible qu'on a. Mais je pense qu'en Suisse, ça fait sens de faire appel à des influenceurs suisses, quand même. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, vous savez où me trouver, sous Mademoiselle B ou sous Real Influence. Et puis, ben, à tout de suite. Bonjour à tous. Du coup, j'invite les 3 membres de la table ronde à me rejoindre devant. Si tu veux revenir, Barbara, tu es la bienvenue. Je vais m'écrouler pendant le temps. C'est une table, mais si ça peut faire le job. Tout le monde est équipé de son micro. Vous le passez? Super. L'idée, c'est pas forcément de revenir sur ce qu'est une campagne lifestyle, parce que je pense qu'on a une audience aujourd'hui qui est assez calée sur le sujet. Mais c'est de voir un petit peu comment des influenceurs hors lifestyle ou des influenceurs plus classiques peuvent justement servir des marques qui sortent des sentiers battus. En préambule, il y a une campagne que Trio a réalisée très récemment et d'ailleurs pour laquelle Barbara, tu étais ambassadrice 2022 pour le Vacherin fribourgeois AOP. De mon côté, je ne suis pas un expert du digital contrairement à mes collègues, mais il semblerait que c'est une campagne qui a eu beaucoup de succès où tu peux peut-être en dire quelques mots, mais c'était un peu plus du do-it-yourself que du pur lifestyle. Oui, alors dans cette campagne, c'était vraiment d'intégrer la marque à la maison, dans sa vie quotidienne, et puis ben, de faire aussi envie à sa communauté en dehors du fromage, disons, traditionnel qu'on a l'habitude de voir, soit le plateau de fromage, soit la fondue ou autre. Donc c'était de l'entourer un peu de choses estivales, et puis ben, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à des influenceurs, c'est pour intégrer la marque dans notre univers et puis pas l'inverse. Et renforcer un peu le capital sympathie grâce à ton mari aussi. Du coup, je vais brièvement vous présenter. Donc, tout à notre gauche, Ludivine, qui est aussi connue sur le nom de Monica Devon. Tu as à peu près 7000 abonnés sur Instagram. C'est ce qu'on peut qualifier d'une micro-influenceuse, mais au bon sens du terme. J'espère. Ensuite, Émilie, donc du compte Instagram Les Petits Genevois. Tu as 15 000 abonnés. Et puis, si on devait utiliser un terme pour te qualifier, ce serait Instamom. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te correspond. Oui, ça va. Ça te va? Barbara, on t'a déjà entendu tout à l'heure. Et puis, Vincent, bah, toi, tu es un peu hors concours puisque tu es vraiment spécialisé sur la sécurité informatique avec ton compte Les Patrons Résilients. Top. Et du coup, on a une petite slide par personne pour découvrir un petit peu vos univers et puis les campagnes dont on va parler tout à l'heure. Jean Lozanoise. Je suis maman, je travaille dans l'administration publique et depuis 4 ans, j'ai un blog où je parle de mes coups de gueule comme de mes coups de cœur. Oui, j'étais moi-même touchée pendant l'adolescence par la carence en fer. J'avais des chutes de cheveux assez conséquentes, le teint pâle et j'étais très fatiguée. Alors j'ai d'abord reçu un traitement par comprimé de fer. J'ai pas été régulière dans la prise, donc la carence s'est aggravée. On m'a fait une perfusion de fer qui a changé ma vie. De ne surtout pas attendre parce que la carence s'aggrave et le problème c'est que le corps s'habitue et occulte les symptômes. Suis ton instinct, donc check ton fer. Donc là, c'était une campagne que tu as fait, Ludivine, pour les carences en apport en fer, Tout à fait. qu'on aura l'occasion de détailler après.
Là, on va découvrir le profil de Émilie, sauf erreur, avec notamment une campagne pour la sécurité routière que tu as fait avec un assureur l'année dernière. Et puis le dernier, Vincent, tu vas nous montrer un petit peu tes talents d'expert en informatique. Force. Voici en temps réel une démonstration de cette attaque sur un fichier zip. On va commencer par retrouver un mot de passe du dictionnaire. Je vous ai dit dans une précédente vidéo qu'un mot de passe du dictionnaire c'était moins d'1 seconde. J'ai pris le mot de passe construction qui fait 12 caractères. Regarde, je lance. Et voilà, moins d'1 seconde, c'était retrouvé. Ça a été instantané. Je lance maintenant l'attaque sur mon deuxième fichier, toujours en temps réel. J'ai mis un mot de passe de 7 caractères aléatoires, soit 78 milliards de possibilités. Je vous rappelle qu'un PC standard peut tester 5 millions de combinaisons par seconde. J'ai mis le mot de passe DYJ887K. Ça prend un peu plus de temps. Il teste une à une toutes les combinaisons possibles, en commençant par A, B, C, D, etc. Avec des chiffres et des lettres minuscules dans mon cas. Là, on voit toutes les combinaisons qu'il est en train de tester, à 16 millions de tests par seconde. C'est fait en 21 secondes et je n'ai utilisé que des outils gratuits que l'on retrouve sur internet facilement. Et voilà pourquoi ton mot de passe doit être d'au moins 9 caractères, avec des chiffres, des lettres majuscules, minuscules et au moins un caractère spécial. Parce que sinon... Sinon, on n'aura pas la réponse. Peut-être. En fait, Tu veux nous faire la suite? Non, Vas-y. c'est pas ça, mais les shorts sur YouTube ou sur TikTok, etc., ils tournent en boucle. Ok. Donc, parce que sinon, je vais craquer ton mot de passe en 20 secondes et puis voilà, ça retourne. C'est un petit peu le. Ok. La chute. Ok. Première question pour vous deux, les filles. Vous avez donc du coup travaillé sur ces campagnes qui sortent du pur cadre lifestyle. Est-ce que du coup, vos audiences, elles ont réagi différemment? Est-ce qu'elles étaient plus réactives, plus engagées parce qu'elles ont l'habitude de vous entendre sur des sujets, ou est-ce que ça n'a pas spécialement impacté les retours? Alors, moi, j'avais l'habitude à l'époque de très diversifier mes collaborations. Mais ça, c'était une collaboration qui était très ciblée sur les femmes. Donc oui, j'ai eu énormément d'échanges parce que c'est un problème qui est courant et pas assez sensibilisé pour moi. Donc là, oui, il y a eu beaucoup de... Mais sur la vidéo aussi, mais surtout en message privé. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et est-ce que du coup, la marque ou les marques qui te sollicitent pour ce genre de campagne, elles te fournissent de quoi faire un peu de service après-vente, de conseils, parce que c'est quand même un sujet de santé ou... Oui, là, elles sont là en support, bien entendu. Ok. Oui. Donc, tu as un lien direct avec eux, Oui. et puis c'est pas toi qui t'improvise. Ah non, surtout pas. Et je le ferai pas, non. Okay. Et peut-être que toi, tu veux nous dire un mot justement sur cette campagne de sécurité routière qui est assez inhabituelle sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on t'a contacté? Comment est-ce que les choses se sont passées? Est-ce que du coup, tu as dû te mettre toi-même en scène ou... C'était l'assurance m'a contacté et puis je trouvais le sujet important puis intéressant. Voilà, je suis maman de 2 enfants et puis voilà, la visibilité sur la route, sur les trottoirs, etc. pour les enfants, c'est important. Donc j'étais touchée par le sujet et puis en fait, il s'est passé un accident. Alors que j'avais déjà dit que j'allais participer à la campagne. Et puis en fait, ma plus petite fille s'est fait renverser par un vélo. Du coup, la campagne, elle a pris un autre tournant pour moi parce que c'est devenu vraiment personnel avec voilà, quelque chose que je n'avais pas imaginé. Et puis du coup, ça m'a encore plus touchée et c'était encore plus un sujet qui me tenait à cœur. Donc oui, il y a eu des réactions, mais qui étaient aussi liées au truc de... Bah, vous voyez, ça arrive pour de vrai, c'est pas juste une assurance. C'est pas une petite mise en scène. C'est quelque chose de... faire attention. Et ça, l'incident que toi, tu avais connu avec ta famille, tu l'avais communiqué avant ou c'était vraiment un pur concours de circonstances? Non, c'était un... Et en plus, c'est vrai que alors, chaque maman fait comme elle veut. Voilà. Moi, j'ai décidé depuis le début de ne pas exposer mes enfants et du coup, de ne pas non plus exposer trop ma vie personnelle ou ma vie de famille pour protéger mes filles. Et puis là, j'ai vraiment hésité, puis je me suis dit, mais en fait, c'est tellement particulier que ça arrive à ce moment-là que j'étais... pas obligée d'en parler, mais du coup, pour moi, ça faisait du sens. Et puis, je me suis dit, ouais, que ça allait... Enfin, la campagne, elle me tenait tellement à cœur que ça faisait du sens. Et pour le coup, du coup, toi, je comprends cette volonté, voilà, de peut-être d'avoir pas d'enfant de face, etc. Mais le fait de parler de ton histoire, de ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème de ton côté d'associer ta propre histoire et un truc assez tragique avec un partenariat rémunéré
Non, alors bon, après je suis pas rentrée dans les détails non plus. Mhm. Et puis c'est pas que ma fille elle était à l'hôpital. Enfin, c'était pas un truc aussi horrible que ça. Mais oui, c'était pas que voilà, je racontais pas, puis je rentrais pas dans les détails non plus. Donc quelque part, c'est un incident hein, qui peut arriver à n'importe qui. Et puis là, ça me gênait pas d'en parler. Ok. Et de ton côté, est-ce que tu as eu l'impression que l'annonceur, que la marque qui t'a approché, t'a sélectionné spécifiquement parce que tu avais connu une carence par le passé, ou est-ce que c'était par pur hasard, parce que ton profil correspondait à certains critères? Non, alors c'était un critère. Ok. C'était un critère pour que la marque voulait que ce soit authentique et c'était vraiment une campagne de prévention. Voilà. Et est-ce que, autre question toujours sur le même sujet, il y a un certain risque d'une certaine manière à sortir des sujets classiques, la beauté, la mode, la déco, le voyage, etc. Est-ce que c'est une petite prise de risque d'une certaine manière de se dire bon bah je vais tenter pour voir comment ça se passe, ou est-ce que vous vous dites bon bah ça passe ou ça casse et puis au final Alors, je vais répondre de mon côté, pas du tout, parce que c'est ça que j'aime sur les réseaux sociaux. Moi, je le fais à la base pour partager. Chaque collaboration est faite parce qu'elle me touche et parce qu'elle me donne envie. Hein. J'en vis pas, donc j'ai cette chance-là. Et donc, le Check ton fer, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui me faisait plaisir. C'était un besoin pour moi de partager ça. C'est un sujet important. Et j'aimerais être plus souvent sollicitée dans ce genre de cas. Alors la même chose que Ludivine, en fait, comme j'en vis pas non plus à 100%, voilà, c'est vraiment des choix. Et puis là, c'était pas vraiment une prise de risque parce que ça faisait du sens de parler de prévention routière chez les enfants, alors que j'ai un compte voilà, pour les familles. Et non, du coup, j'étais plutôt, enfin, même fière de cette campagne parce que si ça pouvait avoir un impact sur une seule famille, c'est plutôt positif. c'est toujours ça. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Barbara? Moi, je voulais aussi juste rajouter parce que j'ai aussi participé à une campagne pour les votations où là, c'est clairement prendre un risque parce que alors le but, c'était pas voter ça parce que moi je vote ça, mais c'était vraiment pour plus donner moi mon avis parce que ça me tenait à cœur. Et puis, je pense qu'on le fait aussi parce qu'on partage de notre quotidien. On est des gens comme tous les autres. Et puis, des fois, on a une communauté qui nous suit, mais elle nous suit parce que, comme je l'ai dit avant, on a des valeurs communes. Et du coup, c'est de s'adresser à ce groupe. On peut ne pas être tous du même avis, mais ça va au-delà de... j'ai testé un shampoing, il est cool, voilà. C'est les valeurs de la vie, c'est les choses, les votations, c'est peut-être moins sexy, mais ça nous, en Suisse, Ça on nous vote, concerne et tous, puis ouais. c'est bien de sensibiliser les gens qu'on peut. Enfin, moi, en tout cas, je le voulais sur certains sujets et de dire, ne serait-ce que, vous avez le choix, vous votez ce que vous voulez, mais votez. Donc voilà, c'est aussi nous donner cette parole-là, puis des fois on ose la saisir, cette opportunité ou pas, mais oui, ça peut être à double tranchant. Après, moi j'étais prête à prendre ce risque en me disant, est-ce que je vais avoir des commentaires négatifs parce qu'il y en a qui prennent un parti plutôt que l'autre, et au final ça a été très, très bienveillant, donc je suis contente d'avoir pu exposer mon avis Ton et point de faire vue, cette campagne-là, ouais. Et l'une comme l'autre, vous semblez être assez ouverte justement à vous diversifier, à recevoir d'autres propositions, etc. C'est vrai que l'audience ici, elle est assez influenceur. Ceux qui sont en ligne sont plus du côté des communicants. Donc forcément qu'il y a plein de gens qui ont des idées ou qui auraient envie de vous proposer des choses. Est-ce que vous écoutez toutes les propositions, tous les arguments, vous prenez le temps de faire le point, ou est-ce qu'il y a vraiment des secteurs d'activité où vous vous dites « ouf, là non, c'est un no-go absolu » ? Je ne sais pas si je réponds pour tout le monde, mais je pense qu'on est assez ouverte à divers sujets et variés. Après, il faut que ça nous ressemble, que ce soit dans nos valeurs, et c'est à discuter. Mais c'est sûr que si on ne sent pas quelque chose, je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que ça va se sentir. Je pense qu'on est assez authentique sur nos canaux pour
ouais, pour que les gens sachent, ok, là, elle a peut-être. Si ça sent Ouais, vrai ou pas. ça doit se sentir. Donc, c'est sûr que moi, si je suis pas convaincue par quelque chose, je vais pas y aller parce que ouais, je vais pas réussir à produire quelque chose qui me plaira. Donc, forcément, les autres risquent de le voir. Et pour rebondir là-dessus, c'est justement là que c'est risqué pour nous, c'est d'accepter quelque chose peut-être parce que financièrement c'est intéressant ou que c'est un gros projet qui ne correspond pas vraiment parce que notre communauté, en tout cas pour ma part qui est une petite communauté, les gens me connaissent très bien, ils me suivent de près, donc ils le sentent tout de suite quand c'est quelque chose qui me correspond pas. Des fois j'y suis allée parce que ça me semblait me convenir, puis au final je me perdais. Là, ça s'est ressenti et c'est là qu'est le risque. Pas de prendre quelque chose d'inhabituel où on va pouvoir s'investir, mais plutôt de le faire pour le faire, si je puis dire. Est-ce qu'il y a différents niveaux d'implication? Peut-être que certaines se diraient, tiens, bon, je suis pas forcément convaincu, mais je lui fais 2 stories parce que j'ai de bons contacts avec l'agence ou avec l'annonceur, ou est-ce que vous êtes ferme vraiment sur le sujet? Alors pourquoi pas dans ce cas-là? C'est des choses. Non, mais dans le sens, je parle pas forcément. Attention, on parle pas de forcément rémunérer ou pas rémunérer, mais si c'est pour soutenir quelqu'un, parce que ça sort un petit peu, c'est encore différent quand on fait 2 stories que quand on doit faire 3 posts par mois ou autre. Il y a plusieurs niveaux, effectivement. Et une question pour toi, Vincent. Toi, tu as vraiment un profil d'expert dans la cybersécurité, tu as une forte dimension de conseil. Est-ce que de ton côté, le jour où une marque t'approche pour une campagne et du coup un partenariat, forcément tu perds un peu de ton indépendance? Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille ou auquel tu as déjà pensé, ou tu as l'impression que tu pourrais faire la part des choses en t'associant avec une marque qui forcément attend à ce que tu vendes leurs produits? Alors, pour être tout à fait franc, c'est tellement récent ce qui est en train de se passer que je me suis encore pour pas toi, posé la c'est question. allé très très vite. Ouais. Peut-être tu peux faire un mot sur ton parcours. Alors, rapidement, le parcours en 2 mots. On a ouvert une chaîne, donc on est 2 derrière cette chaîne. On est consultant en résilience des organisations, tout ce qui est analyse des risques, gestion de crise, gestion de la continuité, avec une forte composante cybersécurité. Et il y a 2 ans, pendant le Covid, on avait commencé la chaîne YouTube en essayant de faire des vidéos d'explication pour les patrons, mais derrière notre marque, donc le nom de l'entreprise. Et puis l'objectif, c'était de fournir du contenu pertinent pour les patrons. Et au mois d'août de cette année, donc il y a 2 mois, juste 2 mois, là, on avait encore 230 abonnés sur YouTube, donc il n'y avait vraiment rien, quoi. Et là, on s'est lancé dans un défi de Marketing Mania, Stan Leloup, qui proposait de faire 30 vidéos en 30 jours, donc une vidéo par jour, un short, donc moins de 60 secondes, sur YouTube, Instagram et TikTok. Et l'objectif, c'était d'atteindre 100 000 vues cumulées en 30 jours. Et là, on est à plus de 4 millions de vues. C'est un truc de dingue. On est passé de 230 abonnés à plus de 15 000 abonnés sur YouTube. On a 20 000 abonnés sur TikTok. Instagram, pour le coup, a un peu moins pris. On a que des reels. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on oriente un petit peu nos stratégies là-dessus. Et maintenant, ben voilà, on a ça qui nous est tombé dessus il y a 1 mois, en fait. Il va falloir qu'on capitalise là-dessus et qu'on s'invente cette nouvelle vie d'influenceur. Alors, il se trouve que, effectivement, je suis le chéri de Barbara et du coup, je fais partie de ce monde d'influenceurs. Mais alors, lifestyle, on n'est pas du tout dans le lifestyle, on est vraiment dans le conseil aux entreprises pour les patrons résilients, de nom de la chaîne. Et maintenant, il va falloir qu'on invente cette vie qui va avec. Et on a commencé à prendre des décisions de réduire peut-être notre activité de consultant pour développer cette partie d'influenceur, parce que on a beau dire, ça prend énormément de temps, ça demande à réfléchir, d'avoir une stratégie. Et là, on en avait une pendant 30 mois, et maintenant, on se dit, waouh, le résultat, il est 10, 100 fois plus élevé que ce qu'on avait imaginé. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus. C'est juste pour l'histoire. Maintenant, pour répondre à ta question sur si on veut travailler avec une marque, alors je sais notamment qu'il y a par exemple des marques dans le VPN, etc., qui ont eu des campagnes assez agressives auprès des influenceurs. Est-ce que je suis convaincu qu'on doit tous utiliser un VPN à part pour télécharger du contenu illégalement? Je ne suis pas hyper convaincu, donc j'ai envie de dire, mais je pense que c'est la même chose qu'elle. Finalement, c'est étudier l'opportunité. Et puis si nous, ça nous semble cohérent dans nos valeurs et dans ce qu'on peut proposer à notre communauté, c'est la première fois que j'emploie le terme « ma communauté », oui, ben c'est quelque chose, je pense qu'il va falloir l'étudier et puis si c'est un avantage pour eux de le mettre en avant, évidemment. Oui. Parce que tu disais, tu as dans l'idée de réduire un peu tes activités de conseil et du coup développer l'influence, et il faut quand même que tu puisses rémunérer tout ça.
Est-ce que tu as déjà une idée de comment associer conseil, indépendance, tu gardes ta crédibilité sur tous ces sujets hyper sérieux comme la cybersécurité, Ouais. en Alors- travaillant avec des annonceurs? Alors, en réalité, avant de travailler avant de travailler avec des annonceurs, on a notre activité de consultant pour des grosses boîtes, des institutions, les gouvernements, etc. Et ça, on va continuer à le faire. L'objectif, là, vraiment, le but des patrons résilients, c'est de toucher les patrons de PME, de toutes petites entreprises, de TPE, pardon, de petites entreprises, on va dire de l'indépendant à 50 personnes. Des gens qui n'ont pas les moyens de prendre des consultants. Donc l'approche, ça peut être de faire du coaching en ligne, de faire des formations en ligne, ce genre de choses. Ça, c'est peut-être c'est notre objectif. Et de pouvoir leur offrir un service de qualité à moindre coût. C'est pas forcément l'objectif de travailler avec des influenceurs où certains me disent « Ah, t'as fait 2 millions de vues sur une vidéo sur TikTok, combien t'as gagné ?» Zéro, en fait. Et voilà. Et tout travail, au début, on commence par donner, et puis un jour, peut-être, on espère recevoir quelque chose en retour. Oui, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas forcément cette idée de produit, c'est-à-dire que toi, tu peux poursuivre ta carrière dans l'influence tout en continuant à proposer tes services, mais d'une autre manière. Oui, complètement. Ouais. Ok. Et puis peut-être une question pour vous quatre. Est-ce que vous auriez des conseils pour une marque hors lifestyle qui veut s'adresser à vous et qui a envie de bien faire les choses? Alors, bien faire les choses, déjà, on évite les messages privés sur Instagram, s'il vous plaît. On a un bouton contacter avec notre adresse email. C'est toujours plus sympa de recevoir un email qu'un DM parce que ça se perd. Mais non, c'est de personnaliser un peu son contenu parce que au moins on voit que la personne a passé du temps sur notre profil, qu'elle s'identifie à notre compte, à ce qu'on partage. Et puis après, voilà, moi des fois je reçois des demandes pour des habits d'enfants. J'ai pas d'enfants, donc forcément ça c'est pas terrible. Mais voilà, de s'intéresser un minimum et puis d'essayer de nous proposer quelque chose qui soit dans nos cordes ou qu'on pense réalisable, mais je pense qu'on est quand même assez facilement contactable. Enfin, on a le contact facile, on échange volontiers et ouais, un email suffit pour des fois. Enfin, moi, j'ai plusieurs clients, marques avec qui je suis devenue amie parce qu'il y a une relation qui se crée. Et puis, on est souvent derrière nos écrans, mais comme aujourd'hui, c'est vraiment super de pouvoir se rencontrer parce que on est quand même des êtres humains. Et c'est toujours le contact humain, il est toujours plus intéressant aussi que ce qu'on peut percevoir en ligne. Convient. Et donc toi, t'encouragerais plutôt justement les marques qui sortent un peu des sentiers battus à faire appel à vous? Oui, Il y a pas de... on l'a vu, on sait parler de sujets qui sont pas forcément toujours très sexy. Maintenant, il faut que ça nous dégage une émotion. Enfin, on va dire, voilà, il faut qu'on soit touché par ça, que ça nous parle, pour pouvoir en parler à notre communauté, qu'on y voie un intérêt personnel. Mais voilà, on est entouré de plein de sujets, on a des assurances maladie, il y a plein de choses qu'on traite sans forcément en parler parce que des fois, c'est typiquement sur Instagram, c'est pas forcément la première chose qu'on a envie de voir en ouvrant notre application, c'est notre assurance maladie, mais des fois, ça peut rendre service. Moi, je sais que j'ai aidé beaucoup de gens en parlant de mes réseaux de téléphone parce que j'ai switché de l'un à l'autre et puis j'ai aidé beaucoup de gens dans la même situation que moi. Donc voilà, je pense qu'on peut parler vraiment de tout sur les réseaux. Du moment que c'est bien fait. Ouais. Oui, alors. On a une question qui est arrivée sur le chat. On nous demande en fait, est-ce que c'est majoritairement les agences qui vous contactent ou est-ce que les clients ils vont franco aussi? Oui, il y a de tout. Hein. Il y a des agences. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plus les marques directement qui rémunèrent plus que les agences. Parce que souvent, il y a la com qui passe d'abord sur l'agence. Ça dépend avec qui on traite, évidemment. Trio, j'ai des très bons rapports. mais il y a de tout. Il y a des tout petites entreprises qui passent en direct ou qui font appel à des agences.
C'est très varié. Puis justement, les modes de communication sont aussi très différents de l'un à l'autre. Donc, Et un petit client, une petite TPE qui voudrait faire de la promo pour de la charcuterie et qui s'y connaît pas du tout, vous arrivez tous à le driver et puis lui dire, bah voilà, moi je peux t'expliquer combien ça va coûter, quels sont un petit peu les KPIs, etc. C'est quelque chose que vous avez développé justement pour pas toujours être dépendant des agences ou des gros clients qui sont pas toujours hyper présents. bah forcément, comme je disais, on est des fois des couteaux suisses. On devient nos propres managers et puis on va un peu coacher des fois certains qui en ont besoin. Maintenant, ça dépend aussi de la personne sur laquelle on tombe, à quel influenceur on fait appel. Je pense qu'on est assez souple là-dedans. Si le sujet nous parle, ou aussi des fois c'est des connaissances, donc on va plus aller les aider. Et comme je disais, j'utilise souvent le terme éduquer, mais pour moi c'est important. Je leur explique s'ils font appel à moi ou à d'autres, de bien faire attention à certaines choses, parce que des fois c'est des toutes petites entreprises qui ont un très ou même des indépendants qui ont un très petit budget et puis qui vont tout miser sur une personne et en fait ils n'ont pas fait les checks préalables nécessaires et puis ils se plantent et puis les influenceurs égale arnaqueurs et c'est fini, je ne veux plus jamais en entendre parler et voilà, moi je prends le temps de leur expliquer parce que je veux à tout prix éviter ce genre de situation si ils faisaient la rencontre d'un influenceur avec de mauvaises intentions. Et on a une question pour toi, Émilie. On nous demande s'il y a un moyen de mesurer l'impact d'une campagne de type prévention en dehors du nombre de vues et de commentaires. Alors là, je pense que c'est directement l'assurance qui le voit. En fait, là, il y avait, avec la campagne, je partageais en story une page internet où il y avait des conseils justement pour la visibilité, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un enfant, quand on est à vélo. Ça s'adressait aussi aux adultes. Et par exemple, quand on va courir la nuit, si on est habillé tout en noir, c'est pas top, quoi. Et du coup, je pense que pour l'assurance, c'était les clics sur le lien internet où là, ils pouvaient voir si le message était passé ou pas. Mais sinon, de mon côté, moi, je pouvais voir juste le nombre de personnes qui avaient interagi. Comme Ludivine, c'est les gens qui viennent en message privé, qui partagent des expériences. C'est ça qui est aussi amusant avec les réseaux sociaux, c'est que nous, on partage beaucoup de choses, mais en échange, les gens partagent beaucoup de choses aussi avec nous. Ce qui n'est pas forcément évident pour le grand public. On a toujours l'impression que c'est vous qui communiquez à fond et puis que les gens like juste, quoi. Non, alors ils le font pas forcément en commentaire parce que c'est normal, c'est des choses qui sont privées, mais j'ai plein de gens qui viennent qui rebondissent sur certains de mes partages et puis qui me disent « Ah, mais c'est marrant, il m'est arrivé la même chose » ou « Ah, justement, t'en parles, drôle de coïncidence, il m'est arrivé ça ». Et c'est là aussi, ça se mesure pas, mais c'est là où on voit que la campagne, elle a eu un impact sur des personnes en tout cas. Et est-ce que vous quatre, les agences comme les clients, vous demandent beaucoup de faire des captures d'écran de vos résultats, de partager vos KPIs? Est-ce que, peut-être toi, tu as un avis là-dessus en tant que... Enfin, les deux, mais est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Est-ce qu'il faut tout partager? Ou est-ce qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe Je pense qu'à un moment donné, quand on est rémunéré pour ça... c'est normal de fournir des statistiques parce qu'on veut justement voir ce retour sur investissement. Quand on donne un budget pour quelque chose, on veut, ou des fois on doit donner à sa hiérarchie de dire ça nous a rapporté, oui, et on va recommencer. Mais des fois, on est rémunéré, on ne nous demande absolument rien, puis on se dit, OK, c'est peut-être pas très bien géré. Mais après, quand c'est pas rémunéré, voilà, c'est du travail qu'on doit faire quand même. Et à un moment donné, c'est comme je le disais avant dans les slides, les pour, les contre. On ne peut pas demander d'avoir tel et tel contenu, un contrat signé, des statistiques et tout, alors qu'on fait juste un échange comme ça. Et par rapport au travail fourni, ce ne sera pas à la même valeur, justement. Donc, il y a des avantages à ce que quand on nous rémunère, on puisse fournir ces statistiques. Mais je pense que c'est légitime et ça doit se faire si on veut bien faire son travail d'un côté comme de l'autre. De donner accès à ces statistiques, on n'a rien à cacher et c'est pour ça qu'on fait appel à nous aussi, c'est que on veut voir que ça a fonctionné.
Il y a aussi des applications, des sites web où on peut donner les accès à une agence, par exemple, pour qu'elle puisse suivre certaines campagnes. Donc là, elles ont quasi plein accès sur nos statistiques. Et voilà, du moment qu'on laisse faire, on s'engage à une grande transparence. Et puis après, comme tu le disais, des fois, ça dépend pas de nous aussi. Instagram a un algorithme qui fait que suivant l'heure, suivant le nombre de followers, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Et le fait, des fois, d'être transparent, le client ou l'agence peut voir que ça fluctue, peut voir à quel moment. Enfin voilà, pour moi, c'est une collaboration dans ce sens-là. C'est pas évident de donner accès, c'est pas évident de montrer ses statistiques parce que ça dépend pas que de nous. Mais si on veut, pour moi, une collaboration, en tout cas rémunérée, c'est une transparence qui, pour moi, est tout à fait normale. Et est-ce que ce monitoring un peu en temps réel pourrait permettre à une agence ou un client de du coup vous driver en disant, dis donc, là, mes ventes de fromage, elles ne décollent pas, tu manges tous les soirs du vacherin ou tu sors avec le sac Est-ce qu'il y a moyen de réorienter un peu la campagne si tout d'un coup ça ne décolle pas ou... Alors moi, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui doit être préparé en amont. Et puis après, c'est pas toujours de notre ressort. On est sur quelque chose on n'est pas chez nous. Instagram, c'est pas à nous, c'est pas nous qui décidons. C'est un peu l'ambiguïté de ce métier, entre guillemets. Donc voilà. Je crois qu'on arrive au terme de la table ronde. Est-ce que vous aviez des questions dans la salle ou des précisions pour nos intervenants? Vincent, est-ce qu'en 2 mois sur les réseaux sociaux, vous avez déjà constaté des répercussions sur votre activité principale? Est-ce que plus de gens sont venus demander vos services? Alors, aujourd'hui, dans notre gamme de clientèle, et dans le métier qu'on fait, les processus de décision et de conversion sont extrêmement longs. Là, on a un client qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, un gros client, ça fait 4 ans qu'on a commencé à préparer le rendez-vous qu'on aura en fait la semaine prochaine, qui sera lui rémunéré. Et donc, il n'y a pas d'influence sur notre activité et notre business au quotidien par rapport à ce qu'on a vu. Par contre, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, et ça me fait un petit peu sourire, mais quand on va manger à midi, sur la terrasse, il y a le voisin qui vient, qui dit « Ah, je vous ai vu là-dessus », il y a le patron du restaurant qui dit « Ah, je vous ai reconnu ». Là-dessus, il y a un client qui nous a vu, qui nous fait des commentaires, etc. Donc, il y a un impact. Peut-être que ça donnerait, je sais pas, une certaine crédibilité, peut-être que ça donne une meilleure palette de ce qu'on fait ou plus de visibilité, mais il n'y a pas d'impact sur le business aujourd'hui. Non. Et c'est pas du tout le même style de clientèle, dans tous les cas. Super, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, il faut qu'on laisse la place à Sébastien, du côté d'Admera, et à Michael. Merci à vous tous. Voilà, on va profiter de ce petit intermède. Je vais essayer d'user de mon influence pour demander à Antoine. On n'avait pas prévu qu'on avait un invité qui faisait 2,50 m de haut. Voilà, donc il a tendance à utiliser. Désolé, juste un petit peu. Tu vas certainement trouver une chouette place ailleurs. Désolé. Commencer par éjecter un journaliste, c'est jamais très bien. Mais voilà, on était obligé de le faire. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, toujours à l'agence Trio, merci beaucoup aux influenceurs. C'est vrai qu'une agence qui a 90 ans, on en a déjà vu des choses. L'influence, c'est quand même assez jeune par rapport à 90 ans. On a certainement appris aussi à travailler avec vous. Au début, on s'est un peu posé des questions. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre, ces gens? Ils viennent sur notre territoire, ils viennent nous piquer notre business. Au final, non, pas du tout. Je veux dire, on est là pour créer des campagnes ensemble. On a appris, je crois, à travailler avec vous. Surtout en privilégiant la co-création, hein. Je crois que c'est surtout ça, vous laissez pas mal de liberté et évidemment nous on essaie de vous guider par rapport à la marque que nous on essaye aussi de faire évoluer. Donc ça c'est au niveau régional et vaudois et au niveau de la Suisse romande qu'on travaille avec Barbara et aussi de votre team. C'est vrai qu'au niveau national on a trouvé un partenaire qui s'appelle Kifluencer, c'est son Zurich. Ça nous permet en fait de mettre en place des campagnes nationale, évidemment avec des influenceurs également germanophones, voire italophones. Et dans ce cadre-là, très rapidement, on s'est aussi posé la question, mais comment on va créer une certaine convergence? Comment finalement le marketing d'influence, il va commencer à influencer les médias classiques? Parce qu'il y a toujours des ponts à mettre en place. Et voilà, il y a un premier produit qui a été inventé par Kingfluencers et Admera. Vous allez voir, Sébastien va nous en parler. C'est un produit novateur, c'est un
comment on pourrait dire ça? C'est une innovation qui est certainement pas encore parfaite, comme toutes les innovations. Il y a certainement des choses à améliorer, mais je trouve que c'est un premier pas. Et je voulais féliciter finalement les acteurs finalement du marketing d'influence et d'un média qu'on peut encore appeler classique, Sébastien, j'imagine, qui est la télévision, pour trouver des ponts. Et je pense que c'est de tout intérêt pour tous. C'est aussi d'intérêt pour vous, les influenceurs, à pas oublier que si vos contenus peuvent être réutilisés sur des échelles plus grandes encore et sur des autres cibles, peut-être que aussi en termes de revenus ou en termes de visibilité, c'est quelque chose qui peut faire du bien à toute la branche, je l'imagine. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour la communication intégrée que je vous fais là. Et je passe donc la parole à Sébastien pour nous expliquer, mais c'est quoi ce truc? Merci Mickaël, effectivement, belle introduction. Donc on va parler Influencer Spot. Donc on a choisi d'utiliser le terme anglais puisque voilà, Admera opère sur le territoire national avec nos plus grands clients qui sont des clients nationaux. L'anglais s'est imposé assez spontanément. Donc Influencer Spot, eh bien ça, on peut dire que ça a la couleur du social media, ça a le goût du social media, mais ça n'est pas du social media, pour reprendre un vieux slogan d'une boisson que je ne citerai pas. Non, alors en fait, on est là sur un moyen, on va voir un exemple dès que j'ai terminé l'explicatif, mais on est là sur un nouveau moyen de prolonger une campagne de social media sur la télévision et ainsi de tirer profit d'une audience plus large. Donc on va voir ce que ça donne concrètement avec Ochsner Shoes. Donc le produit a moins de 3 mois, c'était mi-juillet, première diffusion. Alors on peut monter un peu le son. Lassen Sie sich von der neuen Sneaker-Kollektion inspirieren. Jetzt bei Ochsner Shoes. Voilà, donc bon, c'est assez rapide, il faudrait qu'on le revoie une deuxième fois, mais là on a vu un peu le principe. Donc on est sur un format, on va dire, qui va reprendre les codes des vidéos qu'on a par exemple sur TikTok ou des Reels Instagram, des stories, format vertical. On peut avoir de 1 à 3 vidéos qu'on va combiner dans un spot TV, donc d'une durée maximum de 15 secondes. C'est un peu le seul critère, la seule contrainte, entre guillemets, pour l'instant. Et on peut ce produit donc le diffuser sur finalement l'ensemble de nos chaînes, des chaînes d'Admera qui sont quand même les chaînes du service public, RTS, SRF, RSI, et en Suisse romande le groupe TF1. En Suisse allemande, on a Suisse 1 et TRC, combinaison de chaînes régionales, qui est aussi partie prenante pour ces diffusions. Donc peut-être que je vais enchaîner, on va voir le prochain slide. Voilà, un slide assez rempli, mais pour résumer, on a réuni le monde du social media et de la télévision pour un impact maximum. Et comme l'a dit Mickaël, on peut réutiliser du contenu. Donc pour les entreprises, c'est intéressant aussi de maximiser le ROI pour finalement augmenter ce qu'on appelle la pénétration, toucher plus de monde, sans forcément refaire des créations propres à la télévision. Donc, next. On a ici quand même quelques chiffres, puisque l'avantage principal, c'est justement l'audience, la pénétration. On a 65% de la population qui regarde la télévision tous les jours, 3 heures par jour, donc c'est énorme. On a quelques petites différences en termes de région, où on voit que les Romands regardent un peu plus que les Suisses allemands, la télévision, et que les Tessinois regardent encore plus que les Romands, justement, la télévision. Plus on va vers l'Italie, plus on regarde longtemps ce média. Et on a effectivement, donc, via Admera, une forte proportion de la population suisse, à peu près 60%, qui finalement est touchée par la télévision. Donc voilà, on a aussi un chiffre ici tout à droite de 40% de part de marché en prime time. On peut, pour être plus précis, parler de 33% en Suisse allemande, 50% en Suisse romande. Suisse romande où on a la chance d'avoir, on va dire, le combo parfait entre RTS et TF1. Avec parfois même pour le 19-30 une part de marché qui va jusqu'à 65%. Donc les Français nous envient quand on voit des tels scores de part de marché d'un 19-30, qui est quand même un rendez-vous très important pour beaucoup de romans. Sur le slide suivant, on peut voir effectivement au niveau de la création qu'on peut reprendre les différents codes qu'on utilise sur les réseaux sociaux. Ça peut être un QR code, ça peut être une indication de prix, le nom de l'influenceur, évidemment le slogan, la marque, tout est possible finalement tant qu'on reste dans le cadre, on va dire, juridique
propres à la télévision qui sont définis par l'Ofcom, ou si on parle de TF1 par exemple sur de la loi française qui s'applique également puisque le signal part de Paris même pour des diffusions en Romandie. Donc voilà pour ce qui est de la création. Ce qui est important aussi de dire, mis à part toute cette liste au niveau USP, j'aimerais revenir sur effectivement la pénétration, parce que c'est important et la télévision est beaucoup regardée aussi par les jeunes. Il faut savoir que au niveau des 15-34 ans, on a une utilisation au moins occasionnelle de 70% de ces jeunes. Donc 70% des 15-34 regardent du contenu TV sur l'appareil TV. Et ça, c'est aussi un élément important. Je reviendrai après avec la notion de big screen. Donc, il est vrai que YouTube est devant la télévision jusqu'à 30 ans. Après, on voit la tranche 30-39 ans. On est exactement à égalité. On est à 76% d'utilisation, que ce soit sur YouTube ou la télévision. Et après, dès 40 ans, la télévision monte en flèche et YouTube descend de même manière. Donc, ça se croise sur la tranche 30-39. Donc, ça, c'est important parce qu'on croit parfois que seuls les seniors sont dans la télé. N'est-ce pas, Mickaël? Mais non, nous sommes peut-être les plus seniors de la salle, ou presque. Non, trêve de plaisanterie. J'aimerais parler également ici du big screen. La taille de l'écran joue un rôle pour l'impact publicitaire. En télévision, on sait, il y a pas mal d'études là-dessus, on sait que la grande majorité de la consommation TV se fait sur le grand écran, sur l'écran TV dans le salon, même si les autres devices commencent à venir, enfin, même si on regarde aussi, on a des Play RTS et autres plateformes pour voir ça sur le smartphone, la plupart des gens regardent vraiment de loin la télé sur le grand écran. Donc, on a plus d'impact. On a aussi ce qu'on appelle la position lean back. On est en arrière en position décontractée. Et là, il y a aussi d'autres études de ScreenForce qui nous montrent qu'on est plus attentif au contenu quand on est en arrière décontracté pour se détendre, par exemple, le soir, que si on est en position avancée, lean forward, par exemple, dans un métro à regarder son smartphone. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Et on a pu calculer aussi les chances de perception. Alors ça, c'est une autre étude encore qui s'appelle Track the Success de ScreenForce de l'année dernière. On a pu calculer les chances de perception, donc l'attention portée à l'écran, avec des méthodes de eye tracking, ou multiplié par la couverture de la pub sur l'écran. Donc télévision, on est sur 100% finalement de l'écran dédié à la pub, contrairement par exemple à Facebook ou YouTube. Donc on a la télévision qui a 94% là, de chances de perception versus YouTube 58 et 20. Je regarde un peu mes notes quand même, je ne connais pas les chiffres par cœur, 20% Facebook. Donc ça joue un rôle, évidemment, il y a une belle complémentarité aussi pour les influenceurs. S'ils arrivent à influencer, c'est le cas de le dire, les marques à également diffuser ou étendre la chose sur la télévision, c'est quelque chose évidemment de gagnant. Sont activés par défaut, on a évidemment l'avantage, peut-être par opposition à Facebook, la publicité a directement le son. Et pour finir, un point important, c'est ce qu'on appelle le brand safe. On est dans des environnements qui sont très contrôlés. Le contenu TV, le contenu commercial doit être approuvé par différents échelons. Et puis on est sur des marques reconnues, RTS, TF1 par exemple, si on parle de la Romandie uniquement. On est sur des marques qui sont aussi très connues pour leur crédibilité et leur proximité. Donc je pense que c'est safe. Et puis, je crois qu'il y a encore un dernier slide qui est plus, on va dire, pour la concrétisation, l'attention des blogueurs, des marques, des agences. On voit qu'on peut suivre un timing qui est assez soutenu. On l'a élaboré ensemble. Mais pour Admeras, on compte 5 à 7 jours, validation, traitement par les chaînes. Il y a toute une sorte de logistique, on va dire, puisqu'on traite quand même pas mal de chaînes dans toutes sortes de créneaux horaires. Mais après, on voit un peu, depuis le briefing, ça peut être mis en place dans les 2 à 3 semaines si on est si on suit bien, on va dire, les différents deadlines. Mais c'est quelque chose qui est pas réservé aux marques globales, etc. On arrive avec des budgets tout à fait normaux. Donc, c'est le prix, important quand même, c'est le prix d'un spot normal. Il n'y a pas de supplément comme ça. Donc, pour une campagne standard, on a des prix tout à fait normaux. Et par contre, on conseille d'être en première position du bloc, où là, il y a un supplément de 30%, si on veut sortir du lot. 30% de supplément, ou en dernière position, 20% de supplément. Donc, pour ces spots d'influence, on conseille ceci, de le prendre. D'ailleurs, quelques KPI sur Oxner Shoes. Ils avaient 26 diffusions
avec effectivement première position 8 fois, dernière 13 fois, 7 spots en prime time. Et puis, voilà, je crois que ils étaient contents. C'était une réussite pour eux. Ils ont atteint aussi leurs objectifs, qui étaient, si je lis comme ça, engagement, high quality content, awareness, donc notoriété d'Oxner et évidemment augmenter le nombre de followers. Donc, c'est une campagne qui est amenée à se répéter en télévision. Donc, elle est valable toute l'année, on va dire comme ça, mais on sait qu'au 4e trimestre, il y a un intérêt pour répéter et d'autres clients s'intéressent fortement à ce produit. Je ne peux pas encore les citer parce que voilà, ça n'a pas encore été diffusé ou pas encore signé, mais voilà, il y a entre mes collègues de Zurich et nous à Lausanne, ça commence à être discuté dans le marché, à faire son bonhomme de chemin. Merci beaucoup. J'étais un peu long, désolé. C'est pas grave. Merci beaucoup, Sébastien. Peut-être juste intéressant à constater effectivement cette progression. Et je crois que c'est extrêmement réjouissant pour tous. À la fois réjouissant, je pense, pour les médias classiques qui finalement aujourd'hui sont là pour créer ces ponts, créer des passerelles. Je crois que finalement tout le monde en a besoin. Réjouissant pour les influenceurs, même pour le marketing d'influence. Parce que franchement, je pense qu'il y a des annonceurs qui vont réfléchir aussi différemment en commençant à voir du marketing d'influence à la télévision. Je pense qu'une certaine perception va changer aussi. Donc, c'est un format que j'appellerais moi encore un tout petit peu d'hybride. Je pense qu'il a encore besoin un peu d'être... il doit encore trouver son public, peut-être sa forme. Vous avez vu qu'il y a un QR code, 15 secondes, il faut vite courir à la télévision. Voilà, et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais on voit quand même cette envie aussi de créer l'interaction avec son public, liée à la fois à l'authenticité, la proximité que vous avez avec vos communautés, à une télévision qui n'a pas tout à fait les mêmes qualités, on va dire. Donc vraiment, prendre le meilleur du tout et faire des projets et des produits innovants. Donc voilà, je tenais à vous féliciter. Pour nous, important d'amener un peu une ouverture aussi dans cette conférence. On est là aussi. Est-ce qu'on répond à des questions aussi, Terry, s'il y en a? Vas-y. J'ai vu que la cible était... J'ai vu sur la slide précédente que la cible était à 45 ans, donc à partir de 40 ans, les gens regardent plutôt la télévision, c'est ça? Ouais, alors effectivement, la slide a été faite effectivement comme ça, chez Trio, mais peut-être pas spécialement sur cette campagne-là. Néanmoins, il est clair qu'on a, comment dirais-je, on a pour cette campagne-là une cible de base pour l'achat d'espace qui est très large, qui est de 15 à 59, qui est la cible de référence en télévision, où là on peut dire voilà, ça représente 2,3 millions de personnes en Suisse potentiellement, l'univers. Et après on peut dire on a atteint 13% de ce chiffre-là. Maintenant, les 45 plus, effectivement, c'est une bonne question, mais on a toutes sortes d'audiences, ça dépend des programmes. Là, évidemment, on a pu cibler des audiences qui étaient peut-être un peu plus féminines. J'ai demandé à mon collègue de Zurich qui a géré ceci avec Kingfluencers. On était pas mal sur l'euro des dames, on était sur le Ladies Open, donc pas mal féminin, mais pas que. Il y avait aussi des sports plutôt masculins. Donc après, on prend le briefing du client et nous, on a les systèmes, les outils pour acheter l'audience en fonction. Okay. Donc voilà, si le client me dit ou nous dit, voilà, moi je veux toucher les 25-35, on le rentre dans le système et on va acheter les spots qui ont la meilleure affinité pour ça. Alors la suite de ma question, c'était, parce qu'on est plusieurs ici à être dans ce cas-là, est-ce que vous allez peut-être des fois solliciter des influenceuses de 40 ans et plus, justement pour certaines cibles? Parce que je trouve qu'en Suisse romande, on n'en voit pas encore assez, et pourtant on est là. Donc ça m'a fait réagir quand j'ai vu l'âge. Alors c'est pas nous qui sollicitons les influenceurs, les influenceuses. Là, on a une collaboration effectivement avec Kingfluencers, mais après, nous on est le média. On va fournir l'outil, le produit, et après faire en sorte que tout se passe comme prévu, soit diffusé à l'heure prévue, le jour prévu, etc. Après, on n'a pas ce pouvoir entre guillemets, mais je pense que après la question s'adresse aussi aux agences. Merci, je crois que le passage de témoin est parfait. Est-ce qu'il y a des influenceurs plus âgés? Est-ce que ça existe, les seniors influenceurs? Je crois que la réponse va venir dans la prochaine étape. Merci. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente, Léane Dejeu. Je suis planeur stratégique à l'agence Trio et également digital spécialiste. On a fait un petit peu le tour de divers sujets liés à l'influence. Et là, je vais vous parler un petit peu d'un profil d'influenceur atypique, même si on a parlé déjà de campagne atypique. Je vais vous parler des influenceurs seniors. Les influenceurs seniors, ils sont aussi appelés des grands influenceurs. Et du coup, c'est des personnes qui, on va dire, normalement, c'est pas les utilisateurs principaux des réseaux sociaux. En tout cas, dans l'esprit de tous. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, ces dernières années, ce genre de profil un petit peu différent d'influenceurs, ils ont pullulé sur les réseaux sociaux et on voit de plus en plus de grands-pères et de grands-mères influenceurs, donc qui ont 60 ans et plus. Bon, ok, pas grand-père et grand-mère, mais vous verrez, il y en a qui sont grands-pères et grand-mères vraiment plus. Et du coup, voilà, avec ce profil particulier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment de nouveaux sujets qui sont mis en avant, mais aussi, pourquoi pas, toucher de nouvelles communautés. Et je vais vous présenter du coup plusieurs types d'influenceurs avec un petit tour du monde des influenceurs seniors. Donc on va commencer au niveau suisse déjà. Donc le premier influenceur, vous le connaissez sûrement, influenceur dans son domaine un petit peu spécifique, il s'agit de Daniel Kor. Je suis navrée pour la prononciation. Du coup, il est connu initialement puisque, évidemment, il a été directeur de la division des maladies transmissibles à l'OFSP. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques mois, il avait quand même une communauté qui était de plus en plus importante sur les réseaux sociaux. Et il a réalisé plusieurs petites vidéos pour informer, évidemment, sur le sujet de la pandémie et plus largement sur des sujets liés aux maladies et aux éléments sanitaires. Et donc, il s'est constitué une belle petite communauté puisqu'il a quand même 25 000 abonnés actuellement. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce sujet de niche. Et donc, voilà notre premier influenceur suisse. Deuxième influenceur, cette fois-ci, qui a beaucoup plus d'abonnés. Chèvre de brebis. C'est assez intéressant, il s'appelle Today, Voilà, ce fromage. Il est intéressant parce que finalement, quand un fromage de chèvre, c'est un bon goût de chèvre, mais des fois c'est un petit peu trop fort. Le fait de mélanger les deux, on va diminuer de force, on va rajouter un petit peu de donctuosité, un petit peu de finesse. J'aime assez un mélange chèvre-brebis, le Today. Il a plus de 60 ans. Il est dans sa cave, il nous présente ses fromages. Lui, il est affineur de métier, donc c'est un profil vraiment atypique. Son objectif à la base, c'était juste de vendre ses propres fromages. Et en fait, il est devenu super famous, donc c'est super cool. Et du coup, il s'est lancé sur TikTok seulement il y a peu de temps. Vous allez voir, il va vous raconter son histoire, puisqu'on a une petite surprise pour vous. On est allé l'interviewer dans sa cave. Et donc, je vais vous passer 3 vidéos de Claude. Une première maintenant, puis après, d'autres qui viendront ponctuer notre petit tour du monde. Donc c'est parti pour la première vidéo. Pour ceux qui sont au fond, n'hésitez pas à vous rapprocher pour voir la vidéo. Je débarque à Paris dans le TGV, je prends l'hôtel et puis je vais manger dans un restaurant libanais. Tout d'un coup, le patron vient vers moi et puis il me dit « ça va ?» Je dis « oui, c'est magnifique, on se régale, on aime les bons produits. » Il me répond « mais c'est pas difficile avec ce que vous faites. » Puis je dis « mais comment ?» Il dit « oh, mais mon neveu, il vous suit sur TikTok. » Voilà mon nom Claude Lusier, profession actuelle affineur de fromage. Et depuis une année, une autre de mes activités, c'est ma présence sur les réseaux sociaux. Avec TikTok, un succès pas possible. On va, la semaine prochaine, franchir le cap du 1 million d'abonnés. Dites-nous en plus un petit peu sur votre lancement sur TikTok, d'où vient l'idée, comment ça s'est fait, quel est le process derrière tout ça? Au milieu de l'année passée, notre fils a intégré l'entreprise et puis il s'est dit il faut vraiment qu'on développe pour la communication ces réseaux sociaux. Et la petite sœur de sa compagne lui dit « Michel, tu dois être sur TikTok ». Et c'est comme ça que ça a commencé et puis tout de suite ça a eu du succès. Comment vous avez défini finalement un petit peu les lignes directrices de votre TikTok? Mon fils a commencé l'année passée. Le premier produit qu'il a lancé, c'est le calendrier de l'Avent. Les retours étaient magnifiques parce qu'il se disait, même si c'était un petit bout de fromage, chaque soir, il dégustait ça en famille, il regardait la vidéo. Avec ça, ils apprenaient sur le fromage en plus. Du coup, est-ce que vous aimez votre nouveau rôle d'influenceur aujourd'hui? Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on communique avec ça. C'est vraiment un beau moyen de communication. Et du coup, puisqu'on parle de votre communauté, quel est un petit peu le profil de votre communauté aujourd'hui? Quand on parle de TikTok, on dit que ce sont des jeunes. C'est en train de changer. Aujourd'hui, le profil, je dirais plus 25-35 ans. Donc des gens qui ont déjà une capacité financière aussi, qui vont acheter le fromage. Du coup, si on reparle un petit peu du côté opérationnel de vos réseaux sociaux, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Le travail est effectué par mon fils, Michel,
qui lui s'occupe de tout le développement et gère le site de vente internet. Moi, je me contente de faire l'acteur, c'est déjà pas mal. Il y a une semaine, il me téléphone, il me dit « Papa, prépare-toi, demain, je poste une vidéo qui fera plusieurs millions de vues. » Le résultat, il était là, il a fait 3 millions de vues, la vidéo qu'il a postée. C'est plus simple de vendre des produits que vous appréciez que de faire du dropshipping. À la base, c'est un produit que j'adore, c'est un produit que j'affine. C'est mon produit dans le sens où j'ai été le chercher à l'alpage et puis maintenant je le chouchoute jusqu'au moment où on va le vendre. Donc c'est quand même plus facile d'en parler. Puis dans mon caractère, j'ai toujours cherché le bon produit, que ce soit dans les vins, que ce soit dans les fromages, dans les légumes et tout ça. Je cherche toujours le meilleur. Avec mon ami Claude. Et du coup, on va passer un petit peu, on va élargir le tour du monde en arrivant sur le côté francophone. Je vais vous laisser la petite vidéo et après, je vais vous les décrire parce que la vidéo est vraiment très marrante. Des mots que j'ai trouvés dans les commentaires sur TikTok. Tu me diras ce que c'est, hein. Tu dettes ça, chacal. Tu vas te les noter, hein. Ça veut dire quoi selon toi? Je sais pas. Ça veut dire que t'as tout niqué, quoi. J'ai tout foutu en l'air, j'ai tout cassé, non? Non, t'as battu tout le monde, quoi. Je suis meilleur, quoi. Voilà. Il a du flow. Il a la classe. Ah, j'en ai un autre encore. Amazingue. Amazingue? Ouais. À ton avis, ça veut dire quoi? C'est amazing. Ça veut dire génial. Ah bon? Et là, trop mimes. Ça veut dire quoi? Mais ils font des mimes, des bons mimes. C'est pas ça. C'est-à-dire ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. C'est sympa ça. Alors il y en a un autre, Claude de Charroux. Et tu crois que ça veut dire quoi ça? Charroux, charrier, blaguer quoi, quelque chose. Le gars qui blague quoi, non? Ah le dragueur. Oh bon, je parle, je suis dragueur moi. Donc voilà, je vous présente Claude, il a 90 ans, comme nous d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, petit conte francophone. C'est en fait, on voit aussi Josette, donc du coup qui a 87 ans et qui est la femme de Claude. Et en fait, c'est sous l'impulsion de leur petit-fils qui s'appelle Valérian que le conte a été créé. Valérian, du coup, il a 26 ans, lui, et il a motivé ses grands-parents à aller sur TikTok pour faire des petits sketchs et montrer surtout l'écart générationnel. Et on voit vraiment que c'est super marrant de voir Claude au quotidien, surtout parce qu'en fait, il essaye vraiment de créer des TikTok et souvent ça foire. Et du coup, c'est très marrant. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre, c'est très drôle. Et ils ont actuellement 1,3 million d'abonnés, donc quand même une belle communauté pour ce couple d'influenceurs seniors. Commande Flink. Deuxième profil. Je prends des produits de première nécessité. Voilà, 8 boîtes, ça fait 104 préservatifs. Je pense qu'elle en aura pour une bonne semaine là. Est-ce qu'on peut dire que je suis pas drôle? Je vous en voudrais pas de le penser. Merci beaucoup. Une belle communauté sur YouTube puisqu'il y a plus d'1 million d'abonnés. Et du coup, actuellement, ils ont également un compte Instagram avec autant d'abonnés. Je vais vous laisser découvrir la vidéo puis je vous en parlerai un peu plus juste après. Chez Daniel, là je suis en train de lui faire une petite commande Flink. Comme vous pouvez voir, je lui prends des produits de première nécessité. Voilà, 8 boîtes, ça fait 104 préservatifs. Je pense qu'elle en aura pour une bonne semaine là. Est-ce qu'on peut dire que je suis pas drôle? Je vous en voudrais pas de le penser. Merci beaucoup. C'est qui? C'est qui? Oh, gros dégueulasse, va. J'en veux pas de ça, hein. Ça peut toujours servir. Ah non, 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 ouais. J'en ai pris plein, il y en a 104. Je te les laisse quand même. Ah non, ne nous en veux pas. Ah bah ça, les gens, ils vont dire quoi sur moi? Je pensais que ça te ferait plaisir. Donc du coup, alors contrairement à ce que je pensais aussi initialement, Daniel et Arthur, ils n'ont pas du tout de lien de parenté. Donc Daniel actuellement, elle a 65 ans et Arthur, lui, il a 27 ans et en fait, c'est un couple d'humoristes. Ils sont pas en couple, évidemment, mais du coup, c'est un couple d'humoristes. Ils ont débuté en fait leur collaboration il y a de ça maintenant plusieurs années, je dirais que ça fait au moins 5-6 ans, et rapidement ils se sont constitués une petite communauté, donc on voit encore une fois qu'on est plutôt sur le sujet de l'humour, et puis qu'ils ont aussi réussi à s'ouvrir à d'autres partenariats, puisque là c'est du coup un post sponsorisé, et on voit que c'est des partenariats qui fonctionnent très bien, puisqu'ils y apportent leur touche personnelle, leur trait d'humour, et du coup c'est gagnant-gagnant, et pour l'annonceur, et pour les influenceurs. Du coup, petit focus cette fois-ci au niveau de l'Angleterre. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un influenceur un petit peu différent. Il a absolument rien à envier aux influenceurs mode qu'on connaît, puisqu'on peut dire que c'est un peu le papy le plus stylé de l'Instagame. Il s'appelle Lance Walsh et du coup, il a 67 ans. À la base, il tient un magasin
c'est plutôt une boutique, oui, un magasin en fait de vente de fruits et légumes. Et en fait, il est situé dans un quartier très célèbre à Londres. Et sa boutique est juste à côté du magasin Suprême, donc de la marque Suprême. Et il s'est lié d'amitié avec un des vendeurs. Et suite à ça, en fait, le vendeur lui a offert une chapka. Et depuis, il adore Suprême. Et il affiche ses plus beaux looks, évidemment Suprême, sur Instagram. Donc on voit qu'il a une petite communauté, mais il est assez connu quand même en Angleterre. Et donc du coup, il a 46 000 abonnés sur Instagram. C'était vrai que je n'avais jamais mangé du vache qui rit, je ne connaissais pas. Je l'ai dégusté, ça ne m'a pas déplu. J'ai dit la vérité, pas trop intéressant, c'est un fromage pour le petit déjeuner, mais ça a bien passé, c'était amusant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez intéressé à collaborer davantage avec des marques dans le cadre de votre profil d'influenceur fromager, j'ai envie de dire? Ouais. Alors ça, c'est l'étape suivante. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, on met en avant un produit, c'est pour notre propre intérêt, c'est dans le but de la vente. Mais on se rend compte aussi que le succès qu'on a sur TikTok, qu'on a sur tous ces réseaux sociaux, nous permettrait finalement de mettre en avant un produit pas seulement pour nous, pour notre vente, mais pour l'interprofession du fromage qu'on est en train de défendre. Même si ce même produit, il sera toujours dans nos caves et affiné. Et j'ai vu par exemple que vous aviez une collaboration avec vos voisins là, qui sont juste à côté, Provins. Eux par exemple, est-ce qu'ils ont vu un boost de leur vente suite à la vidéo qu'il y a eu avec vous? Complètement. Ce qu'on fait, pas seulement Provins, mais avec tout chaque fois qu'on vend une box dans le mois, la box du mois, on va dans une cave. Je vais avec mes fromages qui sont prévus pour la box du mois, on cherche le vin qui va avec et on présente la cave. Okay. Donc là, c'est une collaboration avec la cave. Est-ce que vos collaborations actuellement, elles sont principalement en Suisse? On a commencé par la Suisse. Alors en Suisse, on a de très belles choses dans le milieu du fromage. Par contre, on n'a pas tout. C'est pour ça que je me tourne souvent vers la France, vers la Hollande. J'ai dans mes caves un Gouda qui a 30 mois d'affinage. Sol, Gouda, lait cru, fermier. Par contre, un fromage à raclette... C'est en Suisse qu'on les fait. J'irai même plus loin, c'est en Valais qu'on les fait. Actuellement, comment vous faites pour sélectionner un petit peu les partenaires avec lesquels vous acceptez de collaborer? Quels sont les critères finalement? Il faut que ça corresponde à ce que je recherche. Aujourd'hui, moi j'ai toujours cherché le meilleur. Je ne vais pas me mettre à faire de la promotion pour du moins bon. Donc c'est un critère qualitatif avant tout et ça le restera. Depuis que vous vous êtes lancé sur TikTok, est-ce que vous avez remarqué une augmentation dans vos ventes de fromage dans vos boutiques? Oui, terrible. Les réseaux sociaux ont boosté nos ventes. Ça doublait. Ok, d'accord. Ouais. Donc maintenant, vous savez où trouver le fromage pour votre raclette. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Et du coup, je vous propose de partir un peu plus loin. On va aller aux États-Unis. Et là, on va découvrir deux profils d'influenceuses. Mais alors, totalement atypiques. En plus d'être seniors, vous allez voir, elles sont dans des domaines d'activité vraiment différents. Donc, premièrement, Shirley Curry, elle a 86 ans. Et en fait, on l'appelle la mamie gameuse, la mamie Skyrim aussi. Et du coup, elle, sa passion, c'est les jeux vidéo. À 60 ans, elle s'est lancée sur les jeux vidéo et elle a adoré ça. Et du coup, elle avait vraiment envie de partager cette passion-là. Elle s'est lancée sur YouTube et actuellement, elle a plus de 1,1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. En plus de faire des kills sur Fortnite et sur Skyrim, au-delà de ça, elle partage aussi des petits vlogs où elle va du coup raconter un petit peu sa vie, montrer ses petits-enfants. Et du coup, c'est un petit peu un mélange entre gaming et mamie touchante. C'est le combo gagnant, ses abonnés adorent. Autre profil, du coup, maintenant, Joanne McDonald. Donc là, vous voyez qu'on est encore dans un autre domaine d'activité. Je vous mets au défi de soulever autant de poids qu'elle, puisqu'elle arrive à soulever 80 kilos. Alors moi, en tout cas, j'y arrive pas. Je sais que dans la salle, sûrement, il y en a qui peuvent le faire, mais moi, c'est pas mon cas. Et du coup, Joanne McDonald, son objectif, elle, c'est plutôt de mettre en avant un mode de vie actif, des séances de musculation, des photos d'elle avant-après. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'initiative en fait qui l'a poussée à se mettre au fitness, c'est qu'elle avait des problèmes de santé liés à son âge et du coup et aussi à sa prise de poids. Et du coup, voilà, elle s'est dit quoi de mieux que de me mettre au sport. Et du coup, aujourd'hui, elle est suivie par 84 000 personnes, donc sur YouTube. Troisième vidéo de Claude pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre.
Je dois me freiner parce que bon, c'est un rythme tous les matins. Ok. Tous les matins, je regarde mes mails et puis après, je regarde les réseaux sociaux. Je suis un peu accro à ça. Du coup, je sais que vous êtes déjà présent sur quelques réseaux, vous allez nous en parler. Est-ce que votre volonté aujourd'hui, elle est de s'ouvrir à plus de réseaux ou bien qu'est-ce que vous avez en fait comme projet en tête pour demain actuellement? Alors, en réseaux sociaux, on est pas mal servi. On a TikTok, on a Instagram, on a YouTube. Après, aujourd'hui, on est en plein développement avec notre entreprise. On va prochainement ouvrir la France. Tout à l'heure, quand on a discuté un petit peu tous les deux, vous m'avez expliqué que vous étiez à la base dans l'hôtellerie et puis vous aviez un service de traiteur à côté, mais ça fonctionnait trop bien. Donc vous avez abandonné l'hôtellerie. Ensuite, c'est les fromages qui ont trop bien fonctionné, donc vous avez abandonné le service de traiteur. Et aujourd'hui, Claude de demain, c'est le Claude TikToker? Alors, en premier, c'est la pré-retraite. J'ai l'âge d'abord. Et dans l'idée, c'est que prochainement, notre fils va reprendre l'entreprise et mon activité sera de faire l'acteur, de faire des films et surtout de voyager à travers l'Europe pour trouver des pépites, pour trouver les meilleurs fromages. C'est assez intéressant comme pré-retraite. Donc Claude le voyageur. Exactement. C'est pas mal. C'est bien. Donc si demain, on vous disait vous n'avez pas encore ouvert un TikTok et vous savez que ça va fonctionner, vous avez l'apprentissage de tout ça avec les côtés positifs comme négatifs, si je vous disais, est-ce que vous le referiez? Vous le referiez? On recommence demain, sans problème. Oui, d'autant plus ça se fait. Je vous ai dit, c'est professionnel, c'est un métier, mais on le fait facilement, sans trop se casser la tête. Avec amour du produit avant tout. Oui. Du coup, dernière question, Claude. Aujourd'hui, si vous aviez un message à faire passer aux interprofessions pour vous sélectionner comme étant leur futur TikToker, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, la chose que je vais dire, c'est que depuis tout temps, je défends le meilleur produit. J'affine des pépites dans ma cave. Donc pour une interprofession, la seule restriction que je pourrais mettre, c'est d'avoir un produit moyen. Mais une interprofession va défendre le meilleur, donc venez vers moi, il n'y a pas de souci, on peut collaborer. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ce petit tour des influenceurs. Ce que je voudrais vous dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont beaucoup jugés parce qu'ils sont censés promulguer plutôt des stéréotypes de beauté, ils sont censés être superficiels. Mais avec ce type d'influenceurs-là, vous pouvez vous rendre compte qu'on est vraiment dans un autre modèle et que ça nous permet aussi de promouvoir une autre forme d'influence et de mettre en avant d'autres thématiques, de toucher d'autres publics. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Comme vous avez pu le constater avec Claude, ce genre d'influenceurs seniors aussi, tout comme les influenceurs qu'on a pu voir avant avec le label de Barbara, c'est des influenceurs qui ont envie de promouvoir des produits de qualité et qui sont pas là pour duper leur communauté. Donc c'est un point extrêmement important. Donc n'hésitez pas à contacter des influenceurs à la fois du label de Barbara de Real Influence, mais également des influenceurs seniors, puisque ça donnera un côté beaucoup plus authentique et différenciant à vos campagnes d'influence. Je vais redonner la parole à Michael pour clôturer tout ça, et c'était un plaisir de vous présenter les influenceurs seniors. Merci beaucoup, Léane. Donc, en tout cas, je crois qu'avec Claude, on a, et toutes les personnes de la salle et toutes les personnes qui nous regardent actuellement, on a une chose en commun, c'est la passion. On voit comme il est passionné et finalement, c'est ça. Partager notre passion. Vous avez trouvé une plateforme d'expression. Les marques en ont trouvé d'autres, des fois sur la télévision, etc. Et c'est vrai qu'en tant que doyenne des agences de communication en Suisse, je suis extrêmement satisfait de voir comment petit à petit, toutes ces choses se mettent bien ensemble pour finalement, ensemble, finalement, travailler au bénéfice de certaines marques ou pour des causes. Hein. On oublie souvent qu'il y a des causes qui sont défendues également. En tout cas, nous, on est super contents de vous avoir eu aujourd'hui. Vous êtes on a un nouveau vecteur, tous ensemble. Je pense on doit progresser, on doit innover. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est clairement ce qui a été fait. Vous en faites partie. Travaillez ensemble. Nous, on adore bosser avec vous. On adore vous intégrer dans les plans. Franchement, de plus en plus. Avant, on devait presque vous imposer. Aujourd'hui, on vous demande. Donc voilà, on voit qu'on est dans un monde en progression. 90 ans qu'on existe, vous... J'espère encore 90 ans. J'espère que vous serez tous des super seniors influenceurs d'ici quelques années. Je pense que vous allez arriver à le devenir. Et voilà. Je clôt peut-être, en tout cas, la partie streamée maintenant. Merci à vous tous pour votre présence. Et
Je vous invite à rester encore assis pour qu'on puisse vous expliquer comment on va poursuivre la soirée. Merci beaucoup.